J'ai 29 ans et ma sœur Émilie, 31 ans, vient d'épouser mon pire cauchemar, et quand je dis cauchemar, je le pense littéralement. Son nom est Max, et il a fait de ma vie un enfer au lycée. Le genre de type qui transformait chaque jour en une lutte pour traverser le lycée. Max était populaire, charmant et carrément mauvais. C'était le genre de type qui prospérait sur le malheur des autres. J'étais timide, silencieuse et malheureusement sa cible préférée. Si ce n'était pas les insultes constantes, c'étaient les farces, comme renverser du lait sur mon casier, me faire trébucher devant une foule. Une fois, il a même partagé quelque chose de personnel que j'avais écrit à mon conseiller à propos de l'anxiété que je ressentais. Il l'a placardé dans tout le lycée, faisant de moi une blague complète. Après le lycée, j'ai déménagé hors de la ville, et en ce qui me concernait, je n'aurais plus jamais à penser à Max. Mais il y a 2 ans, Émilie a commencé à sortir avec lui. J'ai été horrifiée quand elle me l'a dit pour la première fois, mais je n'ai pas réalisé à quel point ils étaient sérieux. Je pensais que c'était une phase, qu'elle reviendrait à la raison. Mais le mois dernier, j'ai reçu l'appel, ils étaient fiancés et elle voulait que j'aille au mariage. Je n'avais aucun intérêt à y aller. J'ai évité ces appels, les laissant tomber dans la messagerie vocale, espérant qu'elle comprendrait. Mais ensuite, nos parents sont intervenus. Ils n'ont pas juste demandé, ils ont insisté. Ils ont acheté cette idée que Max avait changé et que tout le monde mérite une seconde chance. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'il était une personne différente maintenant, qu'il avait grandi. Maman a même eu l'audace de me dire que je m'accrocherais au passé si je n'essayais pas au moins d'avancer. Je me sentais piégée. C'est comme s'ils ne se souciaient pas de l'enfer qu'ils m'avaient fait traverser. Pour eux, j'étais juste difficile, comme si j'étais dramatique pour ne pas vouloir revivre le traumatisme qu'il avait causé. Émilie m'a appelé aussi, me demandant de les rencontrer pour dîner. Juste un dîner, a-t-elle dit. Tu n'as pas à l'aimer, mais s'il te plaît, donne-lui une chance. Contre chaque instinct, j'ai accepté. Peut-être qu'une partie de moi espérait qu'il avait vraiment changé. Je pensais juste y aller, supporter ça et en finir. Donc, vendredi soir dernier, je me suis retrouvée à marcher vers le restaurant, redoutant chaque pas. Quand je suis arrivée, Émilie était tout sourire. Elle m'a serré dans ses bras, s'est réjouie de mon arrivée et m'a présenté à Max comme si c'était une présentation ordinaire. Il a agi de manière amicale avec ce sourire nerveux et faux plaqué sur son visage, comme si nous étions juste des connaissances qui se rencontraient pour la première fois. J'ai eu envie de partir sur le champ, mais je suis restée, surtout pour Émilie. Je me suis dit que si je pouvais juste passer une soirée, peut-être qu'elle me laisserait tranquille. Alors que nous nous asseyions, j'étais silencieuse, espérant passer la soirée avec une conversation minimale, mais il n'a pas fallu longtemps à Max pour évoquer le passé. Je sais que j'étais dure avec toi au lycée, a-t-il dit, comme si cela suffisait. Il a présenté des excuses à moitié sincères, disant qu'il n'était qu'un gamin à l'époque et qu'il ne savait pas mieux. Émilie me regardait avec des yeux pleins d'espoir, comme si elle s'attendait à ce que je lui pardonne sur le champ. J'avais envie de crier, dur avec moi ? Ça ne commence même pas à couvrir ce qu'il a fait. Mais je me suis retenue. Je ne voulais pas causer de scène. Alors j'ai juste hoché la tête et marmonné quelque chose sur le fait d'avancer. Mais il a continué. Il a commencé à raconter des histoires sur moi, de notre lycée, comme si c'était des blagues partagées. À un moment donné, il a même ri de la façon dont je me cachais dans les toilettes, trop effrayée pour descendre dans le couloir. Émilie a ri aussi, clairement mal à l'aise, mais pas assez pour l'arrêter. Je n'en pouvais plus. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de parler de ma vie comme ça, pas après tout ce qu'il avait fait. Et puis, avec les yeux écarquillés de choc d'Émilie, je me suis levée et je suis partie. Je me suis sentie humiliée, comme si j'étais de nouveau cet enfant effrayé et victime de harcèlement. Je pensais que c'était la fin, que je partirais et que ce serait tout. Mais bien sûr, ce ne fut pas le cas. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle avait tout entendu sur l'incident par Émilie, et elle était furieuse contre moi. Apparemment, Max était rentré chez lui et avait raconté à mon père tout ce qui s'était passé, mais voici le point crucial, il a déformé l'histoire. Il leur a dit qu'il essayait juste de se remémorer et que j'avais perdu mon sang-froid sans raison. Maintenant,
mes parents pensent que je suis immature, que je m'accroche à des rancœurs enfantines. Et pour couronner le tout, ils sont en colère contre moi parce que j'ai gâché la célébration de fiançailles d'Émilie. Mais la vraie gifle est venue quand Émilie a appelé en pleurant, me suppliant de laisser tomber. Elle a dit que Max s'était confié à elle à propos de ses regrets sur la façon dont il m'avait traité et que je devrais être la personne plus mature. Je me suis sentie mal. Elle a dit qu'il prévoyait d'avoir des enfants et qu'il voulait que je fasse partie de leur vie, en commençant par mon accord pour être le parrain de leur premier enfant. Je pensais que c'était une blague, mais elle était sérieuse. Ma propre sœur, la seule personne sur laquelle je pensais pouvoir compter, me demandait de pardonner à l'homme qui avait transformé mes années d'adolescence en un cauchemar éveillé. Elle voulait que je l'accueille, que je sois là pour leur enfant comme si rien ne s'était jamais passé. Et quand je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire, que je ne pourrais jamais lui pardonner ce qu'il avait fait, elle a eu l'audace de dire que j'exagérais, que je laissais le passé contrôler mon avenir. Maintenant, toute ma famille me met la pression, me dit de laisser tomber, d'être heureuse pour Émilie, de faire partie de ce nouveau chapitre de nos vies. Je me sens devenir folle. C'est comme s'ils avaient tous acheté ce nouveau Max et que personne ne semblait se soucier de ce qu'il m'avait fait subir. Je me demande si c'est moi qui ai tort, si je suis juste trop sensible, mais alors je me souviens de tous ces jours, toutes ces nuits que j'ai passées à pleurer jusqu'à m'endormir, à me demander pourquoi je n'étais jamais assez bien pour être simplement laissée tranquille. Alors me voilà, seule, tiraillée entre ma famille et ma propre santé mentale. Ils veulent que je pardonne et que j'oublie, que je joue la famille heureuse avec l'homme qui a détruit ma vie. Et chaque fois que je pense à céder, j'ai l'impression de me trahir à nouveau. Après ce dîner, je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, mais la vie a une façon étrange de vous prouver le contraire. Cela fait environ une semaine que j'ai quitté Max et Émilie, et les répercussions ont été incroyables. Je ne devrais probablement pas être surprise que mes parents aient pris leur parti. Ils ont toujours mis Émilie sur un piédestal, et d'une manière ou d'une autre, elle ne peut pas faire de mal. Mais cela me fait toujours mal de savoir qu'ils sont si prêts à ignorer ma douleur juste pour maintenir la paix. Je veux dire, est-ce que je ne mérite pas au moins un peu de soutien de ma propre famille ? Ma mère m'a rappelé 2 jours après le dîner. Elle a commencé calmement, me demandant si j'avais réfléchi davantage à ce qu'Émilie et Max avaient dit. Je pouvais dire qu'elle essayait d'être compréhensive, mais c'était comme si elle n'avait vraiment rien entendu de ce que j'avais dit. Chaque fois que j'essayais d'expliquer comment le harcèlement de Max m'avait affecté, elle balayait tout d'un revers de main. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « c'était il y a si longtemps » et « tu ne peux pas garder rancune éternellement ». Quand j'ai essayé de lui parler des choses spécifiques que Max avait faites, elle a juste soupiré et m'a dit que j'exagérais. Elle a même eu l'audace de dire « tu es une adulte maintenant, ne devrais-tu pas être capable de laisser tomber ce stupide drame de lycée ?» J'ai failli rire de l'absurdité de la situation. Comment puis-je même expliquer à quelqu'un comme elle que ce qui s'est passé n'était pas juste un drame, c'était un traumatisme ? Mais bien sûr, à ses yeux, c'est entièrement de ma faute de ne pas être plus forte ou plus clémente. Puis elle m'a sorti l'artillerie lourde. Émilie est inquiète pour toi, tu sais, a-t-elle dit. Elle a peur que tu t'isoles de la famille pour quelque chose qui devrait être de l'eau passée. Je pouvais entendre le chantage à des kilomètres, mais cela me pique toujours. Je ne veux pas être isolée. Je ne veux pas être la personne qui ne s'entend pas avec sa propre famille. Mais que suis-je censée faire quand on me demande d'ignorer le passé et de prétendre que tout va bien ? Mon père m'a appelé le lendemain. Il est d'habitude le plus silencieux, mais quand il parle, c'est avec une autorité incontestable qui est difficile à contester. Il m'a dit que je devais m'excuser auprès de Max. Oui, vous avez bien lu. Il veut que je m'excuse auprès de Max, le même type qui m'a tourmenté pendant certaines des années les plus difficiles de ma vie. Selon mon père, j'ai été irrespectueuse en partant et c'est moi qui ai fait la scène. Il a dit que je devais faire preuve de maturité et faire amende honorable pour le bien d'Émilie. Apparemment, je suis censée mettre de côté mes propres sentiments et privilégier le bonheur de ma sœur. Je me sentais devenir folle. C'est comme s'ils avaient tous oublié qui est Max, ce qu'il m'a fait. Et quand j'ai essayé de prendre ma défense, mon père m'a coupé la parole. Il a dit que les gens changent, et que si tu ne peux pas l'accepter, alors c'est toi qui finiras seul. Ces mots m'ont frappé durement.
J'ai raccroché en me disant que peut-être il avait raison, que peut-être j'étais vraiment déraisonnable. Mais au fond de moi, je sais que je ne peux pas simplement mettre tout cela sous le tapis. Je ne peux pas ignorer les cicatrices que Max a laissées dans ma vie juste parce que c'est gênant pour tout le monde. Quelques jours plus tard, Emily est venue à mon appartement. Je n'étais pas vraiment d'humeur à lui parler, mais elle est entrée comme si tout allait bien. Elle s'est assise sur mon canapé, a croisé les jambes et a dit « Écoute, je sais que tu es contrarié, mais tu exagères tout. » Elle a continué à parler de la façon dont Max avait changé et de la façon dont il faisait tellement d'efforts pour arranger les choses. Elle a dit qu'il s'était confié à elle à propos de toutes les choses horribles qu'il m'avait faites, qu'il était rempli de regrets. Drôle, car il ne semblait pas si plein de regrets quand il évoquait mon passé au dîner comme si c'était une blague. Emily m'a alors dit que Max avait été blessé par ma façon de partir. Elle a dit qu'il avait été très vulnérable dernièrement, se confiant à elle sur ses propres luttes passées, et qu'il se sentait mal à propos de ce qui s'était passé au lycée. Elle a eu l'audace de dire « Il guérit aussi, tu sais », comme si mes traumatismes et ses prétendus regrets étaient d'une manière ou d'une autre sur un pied d'égalité. Je lui ai demandé si elle se souciait même de ce que j'avais traversé, et elle a juste soupiré en disant « Je m'en soucie, mais tu dois admettre que tu nous rends la tâche difficile à tous pour avancer. » Je lui ai dit que progresser ne signifiait pas que je devais lui pardonner. Je lui ai expliqué, probablement pour la 100e fois, que Max avait détruit mon sentiment de sécurité et ma confiance en moi. Je lui ai parlé des nuits que j'avais passées à pleurer, des crises d'angoisse, des années de thérapie que j'avais dû suivre juste pour me sentir à peu près normale. Mais elle m'a juste regardé avec ce regard vide, comme si elle attendait que je finisse de parler pour pouvoir passer à son point suivant. Puis elle m'a sorti la vraie raison pour laquelle elle était venue. Elle voulait que j'envisage de devenir la marraine de leur futur enfant. Tu es ma sœur, et je veux que tu fasses partie de ma famille, de notre famille, a-t-elle dit. Elle a continué à parler de l'importance pour son enfant d'avoir un modèle positif et fort, et combien cela signifierait pour elle si je prenais ce rôle. Elle a dit que ce serait une expérience guérisseuse pour moi et Max, un moyen d'avancer et de construire quelque chose de beau à partir de la douleur. Je n'arrivais pas à y croire. Elle me demandait en fait d'être la marraine de l'enfant de l'homme qui avait ruiné mes années d'adolescence, l'homme qui, elle le sait, m'a poussé à bout. J'avais l'impression qu'elle me demandait d'effacer le passé, de prétendre que rien ne s'était jamais passé. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir, ce qui n'était pas un mensonge. J'avais vraiment besoin de temps pour traiter l'audace de ce qu'elle demandait. Après son départ, je me suis assise seule à regarder le mur, essayant de comprendre tout cela. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment ma propre sœur a-t-elle fini avec quelqu'un comme Max? Et pourquoi s'attend-elle à ce que je surmonte ça? Je me sens coincée dans un cauchemar où tout le monde, sauf moi, est aveugle à la vérité. Ils se sont tous convaincus que Max était un homme changé, qu'il était en quelque sorte réhabilité, et que c'était moi qui m'accrochais au passé. Mais je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment que tout cela n'est qu'un jeu malsain pour lui, qu'il n'a pas changé du tout, et qu'il est toujours la même personne cruelle qui prenait plaisir à rendre ma vie misérable. Mais maintenant, je suis confrontée à un choix impossible, dois-je ravaler ma fierté, ma douleur, et prétendre lui pardonner pour le bien de ma famille, ou dois-je tenir bon, sachant que cela pourrait signifier perdre ma sœur à jamais? Une partie de moi veut juste fuir, tout couper et construire une nouvelle vie loin de ce désordre toxique. Mais une autre partie de moi ne peut pas abandonner l'espoir qu'ils finiront par voir les choses de mon point de vue, qu'ils comprendront les dégâts causés par Max. Pour l'instant, je suis coincée dans ce terrible limbo, attendant, me demandant et espérant pouvoir retrouver ma vie sans sacrifier ma santé mentale. Mais je sais une chose avec certitude, je ne laisserai pas Max me manipuler comme il l'a fait à l'époque. Je suis allée trop loin pour le laisser me détruire à nouveau. Cela fait quelques semaines depuis la visite d'Emily, et honnêtement, les choses n'ont fait qu'empirer. Je pensais pouvoir prendre un peu de temps pour réfléchir, mais il s'avère que ma famille n'a aucune patience. Je reçois des appels et des SMS incessants de mes parents, chacun plus agressif que le précédent. Je suppose qu'ils pensaient que si elle continuait à me harceler, je finirais par céder et voir raison. Erreur sur la marchandise, car plus elles insistent, plus je me sens résolue. Je n'arrive pas à croire à quel point elles sont aveugles, à quel point elles sont prêtes à ignorer tout pour faciliter les choses pour Emily et Max.
Mon père a laissé un message vocal hier soir disant qu'il était déçu que je n'ai pas accepté le rôle de parrain. Il m'a dit que j'étais égoïste, que je déchirais la famille. J'ai rejoué ce message encore et encore, essayant de comprendre comment j'étais devenue la méchante dans ma propre histoire. C'est comme s'ils avaient réécrit l'histoire, transformé Max en un héros tragique qui essaie de faire amende honorable, tandis que moi je suis l'antagoniste obstiné qui s'accroche à de vieilles rancœurs. Je veux leur crier dessus, les secouer, leur faire comprendre que ce n'est pas juste une question d'un tyran de lycée, c'est le fait qu'il manipule toujours ma vie, qu'il obtient toujours ce qu'il veut. Émilie, bien sûr, n'a pas fait mieux. Elle est revenue à mon appartement, cette fois avec un regard déterminé dans les yeux, comme si elle était là pour une mission autoproclamée. Elle n'a même pas attendu que je l'invite, elle a juste poussé pour entrer et a commencé à faire les 100 pas comme si elle construisait quelque chose de gros. Et puis elle a lâché la bombe. Marc et moi renouvelons nos vœux, a-t-elle dit en s'arrêtant devant moi avec ce regard étrange et défiant. Nous voulons que tu sois là, et je veux que tu fasses la paix avec Max avant la cérémonie. Ce n'est pas négociable. Je l'ai regardée, stupéfaite. Je lui ai demandé pourquoi elle pensait que c'était quelque chose qu'elle pouvait m'exiger. Elle a levé les yeux au ciel et a commencé tout un discours sur la façon dont je déchirais la famille, comment mon refus d'avancer créait une fissure entre nous. Elle a dit, si tu ne peux pas pardonner à Max, alors peut-être que tu n'es pas la bienvenue à la cérémonie. J'ai besoin de gens qui soutiennent mon bonheur, qui soutiennent ton bonheur. Je veux crier, comment a-t-elle pu me dire ça avec un visage impassible? Comment a-t-elle pu s'attendre à ce que j'oublie les années de tourments, les nuits blanches, l'angoisse sans fin? Comment a-t-elle pu s'attendre à ce que je pardonne à quelqu'un qui a utilisé mes moments les plus sombres comme divertissement, quelqu'un qui n'a jamais montré la moindre once de remords jusqu'à ce que cela devienne pratique pour lui? Je lui ai dit ça, et elle a juste secoué la tête comme si j'étais une enfant naïve qui ne comprenait pas la complexité des relations adultes. Il a changé, a-t-elle insisté, et il regrette ce qu'il a fait. Mais toi, tu n'as pas changé du tout. Tu es toujours coincé dans le passé, tu le laisses toujours te contrôler. Si tu ne trouves pas le moyen de laisser tomber, tu finiras seul. Et je ne veux pas ça pour toi. Seul. Ce mot m'a fait plus mal que je ne voudrais l'admettre. Peut-être parce que, au fond, je sais qu'elle a raison. Je me suis isolée au fil des ans, construisant des murs pour me protéger de quiconque pourrait me blesser. Mais est-ce si terrible? Je dois me protéger, me mettre en premier pour une fois, parce que personne d'autre ne m'a jamais soutenue. Ni mes parents, ni Émilie. J'ai essayé de lui expliquer cela, d'essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas juste une question de Max, que c'est une question d'années où je me suis sentie comme si je n'appartenais pas à ma propre famille. Mais elle m'a juste balayée en disant que je jouais la victime. Quand je lui ai dit que je n'allais pas à la cérémonie, elle a eu ce regard glacial. Si tu ne peux pas faire ça pour moi, alors peut-être que tu n'es pas la sœur que je pensais, a-t-elle dit. Je te donne jusqu'à la fin de la semaine pour changer d'avis. Si tu n'es pas prête à me soutenir, alors ne te présente pas. Et avec ça, elle est sortie, me laissant là, tremblante d'un mélange de colère et de chagrin. Je n'arrivais pas à croire l'ultimatum qu'elle venait de me lancer. Dans son esprit, c'est moi qui déchire la famille. C'est moi qui ai tort de refuser de pardonner. Et Max, il peut jouer le rôle de l'homme réformé, le personnage tragique qui essaie juste de faire amende honorable. C'est comme une blague malsaine, et je suis la seule à voir la chute. J'ai passé les jours suivants dans le brouillard, à peine capable de fonctionner. C'est comme si mon monde entier s'effondrait et que personne ne s'en souciait. Ma seule famille est prête à me tourner le dos juste pour maintenir la paix, pour maintenir l'illusion que nous sommes tous une grande famille heureuse. J'ai essayé de parler à ma mère à nouveau, pensant que peut-être, juste peut-être, elle comprendrait. Mais dès que j'ai évoqué à quel point l'ultimatum d'Émilie était blessant, elle m'a coupé la parole. Ta sœur essaie juste de construire une vie pour elle, a-t-elle dit. Laisse cela justifier tout ce dont tu as besoin. Arrête d'être si dramatique et commence à agir comme un adulte. Les gens se pardonnent tout le temps, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Parce qu'à chaque fois que je pense à Max, je me sens comme une enfant de 16 ans à nouveau, impuissante et terrifiée, sans personne vers qui me tourner. Parce qu'à chaque fois que j'entends son nom, je me souviens de la façon dont il riait en me tourmentant, de la façon dont il transformait ma douleur en blague.
Parce que lui pardonner signifierait prétendre que rien de tout cela n'avait d'importance, que ce n'était qu'une erreur d'enfant, et je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. Mais me voilà, coincé entre deux choix impossibles. Dois-je ravaler ma fierté, trahir mes propres sentiments et aller à cette cérémonie ridicule juste pour rendre ma famille heureuse? Ou dois-je tenir bon, sachant que cela pourrait signifier les perdre à jamais? Je me sens prise au piège dans un cauchemar sans issue. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement pendant des heures, essayant de trouver une solution, mais chaque chemin semble mener à plus de douleur. Et juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, j'ai reçu un autre message d'Émilie. Cette fois, elle ne jouait pas gentiment. Elle a dit que si je ne me présentais pas à la cérémonie, elle raconterait à nos parents mes luttes passées, les choses dont je lui avais confié il y a des années. Elle a dit qu'elle les aiderait à comprendre pourquoi je suis si amère, pourquoi je n'arrive pas à laisser tomber. C'était une menace, pure et simple. Une façon de me forcer à me soumettre. Maintenant, je suis perdue. Je me sens comme si j'étais le sujet de chantage de ma propre sœur, manipulée pour faire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce en quoi je crois. Je suis en colère, blessée et effrayée. Je ne me suis jamais sentie plus seule de toute ma vie. Je veux croire que je peux leur tenir tête, que je peux refuser de jouer leur jeu, mais je sais aussi que si je pars, je romprai les derniers liens qui me restent avec ma famille. Alors me voici, vidant mon cœur à des inconnus sur Internet parce que je n'ai nulle part ailleurs où me tourner. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je peux trouver la force de continuer à me battre ou si je devrais simplement céder et participer à leur mascarade. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas continuer à vivre comme ça, coincé entre la loyauté envers une famille qui ne m'a jamais montré de loyauté en retour, et le besoin désespéré de me protéger des personnes qui m'ont le plus blessé. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine démarche. J'espère que peut-être, d'une manière ou d'une autre, je trouverai un moyen de faire la paix avec tout cela, mais pour l'instant, j'essaie juste de survivre un jour à la fois, en espérant que peut-être un jour, je trouverai un moyen de guérir des cicatrices que ma famille a laissées sur mon cœur. Alors me voici, au bord de perdre toute ma famille, me demandant comment les choses ont pu dégénérer à ce point. Après le dernier message d'Émilie, je me suis sentie complètement vide. C'est comme si ma sœur avait pris tout ce qu'il me restait, ma confiance, ma vie privée, ma dignité et l'avait déchiquetée juste pour obtenir ce qu'elle voulait. J'avais essayé de maintenir une semblance de paix, d'espérer que nous pourrions toujours être une famille malgré tout, mais maintenant, j'ai l'impression d'être seule dans une zone de guerre. Je ne me bats plus seulement contre Max, je me bats contre mon propre sang. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon d'anxiété et de dread. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur s'emballait. Je ne savais pas ce qu'Émilie allait inventer ensuite, ni si mes parents allaient appeler avec une autre conférence sur le pardon. J'étais épuisée, physiquement, émotionnellement, mentalement. Je me suis retrouvée à simplement m'allonger sur le canapé, à fixer le plafond, à me demander comment diable ma vie en était arrivée là. J'avais toujours su que ma famille avait ses problèmes, mais ce niveau de trahison était quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. Finalement, j'ai réalisé qu'attendre la prochaine action d'Émilie me tuait lentement, alors j'ai décidé de prendre le contrôle. Je me suis dit que si j'allais les perdre tous de toute façon, autant avoir une dernière conversation honnête et tout mettre sur la table. J'ai appelé mes parents et je leur ai dit que je voulais venir pour parler enfin face à face de tout. Quand je suis arrivée chez eux, j'ai été accueillie par un silence glacial. Mes parents étaient assis ensemble sur le canapé, leurs expressions tendues. J'avais l'impression d'entrer dans une intervention, sauf que cette fois, c'était moi qui étais jugée. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme, et je me suis assise en face d'eux. Pendant quelques instants insoutenables, aucun de nous n'a parlé. Puis ma mère a rompu le silence. « Pourquoi nous fais-tu ça ?» a-t-elle demandé, sa voix teintée de tristesse. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber et être heureuse pour ta sœur ?» Je pouvais sentir la colère familière monter en moi, mais je l'ai retenue, choisissant mes mots avec soin. « Je ne fais pas ça pour vous, maman. Ce n'est pas une question de vous, ni même d'Émilie. C'est une question de Max. Je vous ai dit ce qu'il m'a fait, et je ne peux pas simplement l'ignorer. Je ne peux pas faire semblant que cela ne s'est pas produit. » Mon père a soupiré, se frottant les tempes comme s'il avait affaire à un enfant têtu.
Les gens changent, tu sais. Peut-être qu'il était une personne terrible à l'époque, mais maintenant c'est un mari et bientôt un père. Ne crois-tu pas qu'il mérite une chance de prouver sa valeur? J'ai ri amèrement, le son creux même à mes propres oreilles. S'il a vraiment changé, alors pourquoi a-t-il utilisé mes traumatismes contre moi? Pourquoi a-t-il pensé que c'était correct de me révéler mon passé comme ça? Est-ce que ça sonne comme quelqu'un qui a changé? Ils ont échangé des regards, un éclair de doute passant entre eux, mais ensuite ma mère a secoué la tête comme si elle essayait de secouer mes paroles comme si elles n'étaient rien de plus qu'une nuisance. Écoute, nous ne disons pas que ce qu'il a fait était bien, mais tout le monde fait des erreurs. S'accrocher à cette rancune n'est pas sain. Ça te ronge et ça déchire cette famille. Ce n'est pas juste, ai-je dit, ma voix tremblant de frustration. Vous me demandez de pardonner à quelqu'un qui ne m'a montré que de la cruauté. Vous me demandez de faire comme si tout allait bien juste pour que nous puissions tous jouer à la famille heureuse, mais je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. À ce stade, le visage de ma mère s'est tordu de colère. Tu es si égoïste. Tu fais de toute une question de toi, alors que c'est vraiment une question de soutenir ta sœur. Tu ne peux même pas voir à quel point tu la blesses. J'étais stupéfaite. Égoïste? Il m'appelait égoïste. C'était moi qui avais supporté des années de tourments, celle qui gérait encore les cicatrices que Max avait laissées derrière elle, et pourtant, d'une manière tordue, j'étais la méchante ici. C'est comme s'ils avaient réécrit le récit pour se sentir mieux, pour éviter de faire face à la vérité inconfortable de ce que Max avait fait. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la tempête d'émotions qui me traversait. Vous voulez parler d'égoïsme? Et qu'en est-il d'Emily? Elle est prête à me traîner en enfer juste pour satisfaire Max, juste pour faciliter sa vie, et vous la cautionnez. Vous êtes tellement concentré sur le maintien de la paix que vous êtes prêt à me sacrifier. Comment est-ce que ce n'est pas égoïste? Mon père s'est penché en avant, son visage dur. Tu as toujours été si dramatique, si rapide à jouer la victime. Tu ne penses pas que nous avons eu des moments difficiles en grandissant? Tu ne penses pas que nous avons dû faire des sacrifices? La vie n'est pas toujours juste, et parfois il faut avancer, même si ça fait mal. Je sentais les larmes me monter aux yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir craquer. Je ne demande pas une vie parfaite. Je demande du respect. Je demande que vous reconnaissiez que ce qui m'est arrivé était réel, que cela comptait. Mais tout ce que j'obtiens de vous, ce sont des excuses et des accusations. Ils sont restés silencieux, leurs expressions illisibles. Je pouvais voir les murs se refermer, la décision non dite qu'ils avaient déjà prise. J'ai réalisé alors que rien de ce que je dirais ne serait jamais suffisant. Ils avaient choisi leur camp, et j'étais des dommages collatéraux. La paix familiale qu'ils voulaient tant est venue au prix de ma dignité, de ma santé mentale, de mon propre sens de la valeur. Après une longue pause tendue, ma mère a finalement parlé. Nous n'allons pas changer d'avis. Emily et Max ont besoin de toi, et si tu ne peux pas trouver en ton cœur de les soutenir, alors peut-être que tu devrais simplement rester à l'écart. Nous nous débrouillerons sans toi. Ces paroles m'ont frappé comme un coup physique, et j'ai senti ma poitrine se serrer, ma vision se brouiller. Je me suis levée, me forçant à rester calme, même si je tremblais de rage et de chagrin. Très bien. Si c'est ce que vous voulez, alors je resterai à l'écart. Mais ne vous attendez pas à ce que je revienne quand les choses tourneront mal. Ne vous attendez pas à ce que je continue à jouer le rôle du bouc émissaire juste pour que vous puissiez éviter de faire face à la vérité. Ils n'ont rien dit alors que je me tournais et que je sortais, claquant la porte derrière moi. Je me sentais vide, creuse, comme si je venais de perdre tout ce qui comptait vraiment. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais cela ne rendait pas la douleur plus facile à supporter. Ma propre famille avait choisi de se ranger du côté de l'homme qui avait détruit ma vie, et il m'avait rejeté comme si je n'étais rien. En rentrant chez moi, mon esprit était un chaos total. Je rejouais la conversation encore et encore, chaque mot me blessant plus profondément que le précédent. Je voulais crier, pleurer, me déchaîner contre l'univers pour m'avoir réservé une main si cruelle, mais au lieu de cela, j'ai continué à conduire. La route vide s'étirait devant moi comme un chemin long et solitaire. Je me sentais disparaître,
Comme si la personne que j'étais autrefois s'estompait dans le vide, ne laissant que les fragments brisés d'une vie que je ne reconnaissais plus. Quand je suis finalement rentrée dans mon appartement, je me suis effondrée sur le sol, laissant échapper les larmes que j'avais retenues. J'étais seule. Complètement, absolument seule. Ma famille, les gens qui étaient censés me soutenir quoi qu'il arrive, m'avaient abandonnée. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie, un fantôme hantant les restes d'un passé brisé. Mais alors que les larmes ralentissaient et que l'engourdissement s'installait, un nouveau sentiment commença à émerger, une colère féroce et défiante. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'eux. J'avais survécu à la cruauté de Max une fois, et je pouvais survivre à ça aussi. S'il voulait m'exclure, soit. Je trouverai ma propre voie, je construirai ma propre vie, libre des chaînes toxiques d'une famille qui ne m'a jamais vraiment aimée. Et à ce moment-là, je me suis fait une promesse silencieuse, je m'élèverai au-dessus de tout ça. Je reconstruirai, pièce par pièce, jusqu'à ce que je sois plus forte que jamais. Je trouverai des gens qui m'apprécient, qui me respectent, qui m'aiment pour qui je suis. Je créerai une nouvelle famille, une qui ne peut pas être détruite par des gens comme Max ou quiconque d'autre. Ils m'ont tout pris, mais ils ne m'ont pas brisé. Pas encore. Et tant que j'aurais ce feu qui brûlait en moi, ils ne le feraient jamais. Je ne pensais pas que la vie pourrait continuer après cette conversation. Je ne savais pas comment je pourrais me réveiller chaque jour et continuer sans les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Mais le matin après avoir quitté la maison de mes parents, quelque chose a changé. Autant je voulais me recroqueviller au lit et laisser le monde disparaître, autant j'ai réalisé que j'avais le choix. Soit je laissais cela me détruire, soit j'utilisais cela comme combustible pour construire quelque chose de nouveau. Ce jour-là, j'ai commencé le processus de reprise de ma vie. J'ai commencé petit. J'ai unfollowé Emily et mes parents sur les réseaux sociaux, les ai supprimés de mes contacts téléphoniques et j'ai supprimé chaque fil de discussion et photo qui me connectait à cette partie de mon passé. L'acte physique de les effacer de ma vie numérique était étonnamment libérateur, comme si je dégageais de l'espace pour quelque chose de mieux. Je savais que ce n'était pas une solution miracle, mais c'était un début. L'une des premières choses que j'ai faites a été de renouer avec des amis que j'avais perdus de vue au fil des ans. J'ai rencontré Sarah, ma meilleure amie de l'université, et nous avons passé des heures à parler autour d'un café, rattrapant toutes les choses que nous avions manquées. Elle m'a écouté me défouler, m'offrant du réconfort et de la validation d'une manière que je n'avais pas réalisé avoir besoin. Je lui ai tout raconté à propos de Max, d'Emily, de la trahison de ma famille, et au lieu de jugement, j'ai trouvé une empathie sincère. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que quelqu'un était vraiment de mon côté. Sarah m'a encouragée à rejoindre un groupe de soutien pour les personnes ayant vécu des dynamiques familiales toxiques, et bien que j'hésitais au début, j'y suis allée. Assise dans ce cercle, entourée d'inconnus qui avaient fait face à des trahisons similaires, j'ai réalisé que je n'étais pas aussi seule que je l'avais ressenti. Chaque personne là-bas avait sa propre histoire, sa propre douleur, et pourtant elle survivait. Elle guérissait. Leur résilience est devenue mon inspiration, un rappel que je pouvais reconstruire, que je pouvais créer une vie qui ne serait pas définie par les personnes qui m'avaient blessée. Un soir, après une session de groupe particulièrement intense, j'ai décidé qu'il était temps de faire face à mon traumatisme de front. J'avais passé des années à le refouler, à prétendre qu'il ne m'affectait pas, mais je ne pouvais plus me cacher. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute spécialisé dans le rétablissement des traumatismes et des abus. Nos séances étaient éprouvantes, chacune dévoilant des couches de douleur que j'avais enterrées il y a longtemps, mais je sentais que je devenais plus forte à chaque étape, reprenant des parties de moi-même que Max avait essayé de me prendre. En thérapie, j'ai commencé à déballer non seulement ce que Max m'avait fait, mais aussi les années de gaslighting et de manipulation que j'avais subies de la part de ma famille. J'ai appris à reconnaître les schémas toxiques, à comprendre que ce n'était pas ma faute pour les choix qu'ils avaient faits. J'ai commencé à voir que leur trahison était un reflet de leurs propres échecs, pas des miens. Plus j'explorais mon passé, plus je réalisais que je portais leur honte depuis bien trop longtemps. Il était temps de la laisser tomber. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable se produire. J'étais en train de changer. La colère et l'amertume qui me consumaient autrefois s'estompaient, remplacées par une force tranquille et inébranlable.
Je n'étais plus définie par ce que Max m'avait fait ou par la manière dont ma famille m'avait déçue. Je reconstruisais, je retrouvais mon identité, je trouvais une version de moi-même plus forte et plus résiliente que je ne l'aurais jamais cru. Pendant ce temps, Émilie continuait à me contacter occasionnellement, laissant des messages vocaux que je refusais d'écouter. Mes parents envoyaient quelques emails, chacun une variation sur le même thème. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber et avancer? Mais j'avais déjà laissé tomber. Je ne leur devais pas mon pardon. Je ne leur devais pas ma douleur. Ma paix. Ma santé mentale. Ils avaient fait leur choix, et maintenant je faisais les miens. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai décroché, et à ma grande surprise, c'était Max. Il semblait différent, presque vaincu, et il a commencé à parler de la façon dont il voulait s'excuser, comment il avait fini par réaliser la douleur qu'il m'avait causée. Je pouvais dire par son ton que quelque chose était différent. Peut-être qu'il avait enfin été forcé de faire face à ses propres démons, ou peut-être qu'il avait simplement réalisé que ses actions avaient des conséquences réelles. Mais j'ai arrêté de l'admettre. Je l'ai coupé avant même qu'il ne commence à parler. Je lui ai dit que ces mots ne signifiaient rien pour moi, que je n'avais pas besoin ni ne voulais de ses excuses. Je lui ai dit que j'avais déjà avancé, que j'avais construit une vie pour moi qui n'avait rien à voir avec lui ou son influence. Je lui ai dit que j'avais fini de le laisser prendre de la place dans mon esprit, qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Et avec ça, j'ai raccroché, ressentant un sentiment de clôture que je n'avais jamais cru possible. Après cet appel, j'ai réalisé que j'avais enfin atteint la fin de ce voyage. J'avais affronté mon passé, fait face à mes peurs et retrouvé ma vie. J'avais trouvé des gens qui m'appréciaient, qui me respectaient, qui me voyaient pour qui j'étais vraiment. J'avais construit une nouvelle famille, une qui n'était pas liée par le sang, mais par l'amour, la loyauté et le soutien mutuel. Quelques semaines plus tard, Sarah m'a invitée à sortir avec des amis, et je me suis retrouvée à rire et à apprécier sincèrement la compagnie de personnes qui m'acceptaient sans jugement. Je me sentais plus légère, plus libre, comme si un poids avait été levé de mes épaules. Je savais que mon voyage n'était pas terminé, que je porterais toujours les cicatrices de mon passé, mais je savais aussi que j'avais la force de faire face à tout ce qui viendrait ensuite. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, j'ai pensé à où j'en étais il y a seulement quelques mois, brisée, trahie, seule. Et maintenant, me voici, une nouvelle personne, quelqu'un qui non seulement a survécu, mais qui a prospéré. J'avais pris les cendres de ma vieille vie et je les avais utilisées pour construire quelque chose de beau, quelque chose qui était vraiment à moi. Alors voici mon message à quiconque lit ceci et a été blessé par les gens qui étaient censés l'aimer, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous avez le pouvoir de reprendre votre vie, de reconstruire sur les décombres, de créer un avenir qui vous appartient entièrement. Ne laissez personne vous enlever cela. Ne laissez personne vous convaincre que vous n'êtes pas digne d'amour, de respect et de bonheur. Parce que si je peux le faire, vous le pouvez aussi.